Rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Thank you. And I can tell Your Honours that we're making good progress. Mr. Lauchi and I will certainly finish before the end of this next session. Just before the break, I was about to embark on a discourse on what we call our second line of defence. Some aspects of this have already been briefly touched upon by Mr. Lauchi, but I make no apologies for repeating these points. They are important and they merit underscoring. In short, we say Mr. Abdul Rahman was not and could not have been the local Janjaweed leader as alleged in the document containing the charges. The prosecution simply has failed to establish a logical, reasonable or compelling narrative to explain how Mr. Abdul Rahman could have played the criminal role he is alleged to have played in the counterinsurgency of 2003 and 2004. The thread that runs through the prosecution's charges against him is that he was in a position of great power and authority in Garsila, in Wadi Saleh, and in Mukja. And it was only by wielding this great power and authority that he was able to commit the crimes of which he's accused under the alleged modes of responsibility. And here I refer to Article 25.3b ordering, which requires proof of some kind of superior-subordinate relationship. In other words, that the accused is in fact in a position of authority. And also Article 25.3b inducing, which, whilst it doesn't require formal or proof of a formal relationship of superior-subordinate, it requires proof that the defendant was in a position to exert influence over direct perpetrators. Similarly and logically, so say the prosecution, it was only by virtue of his alleged position of power and authority that Mr. Abdul Rahman was able to commit a number of the charged crimes through the modes of liability under 25.3a, direct perpetration and co-perpetration, and under aiding and abetting liability under Article 25.3c, and common purpose liability under 25.3d. The prosecution have thrown everything in. But what is clear is that the prosecution do not suggest, they can't suggest, that he's guilty of the crimes with which he's charged under these forms of liability because he was, in fact, merely a foot soldier. No, that the prosecution have made it very clear that their position is that he was a leader and was only able to do what he is alleged to have done because he was a leader. The defense will call evidence to dismantle the prosecution's sand-constructed theory of the defendant's power and authority. And in so doing, we will show just how insubstantial is the edifice of the prosecution's entire case. We will show you that the prosecution simply does not make any sense, that its case does not hold water. Let us recall what the prosecution say Mr. Abdul Rahman was able to do as a leader of the Janjaweed. He was able to cooperate and coordinate with the highest ranks of the Sudanese government and the Sudanese army at a national level. He was able to cooperate and coordinate with the Sudanese government
and armed forces at a local level. He was able to give orders, they say, to government officials and even military personnel of high rank. Let's remind ourselves, who are we talking about? A simple pharmacist from a small town in a rather forgotten part of one of the poorest regions of the country. Okay, well, perhaps a simple pharmacist. Back in the day, maybe he had been a high-ranking and experienced soldier, an expert in military strategy, combat tactics, logistics, field weaponry, military command. That might make sense. In the government's hour of need, faced with a serious and dangerous rebellion in a remote part of the country, far from the center of power in Khartoum, perhaps this simple pharmacist with an illustrious and accomplished past was plucked out of quiet retirement to save the day, to paraphrase Kitchener, because his country needed him. And yet, not a bit of it. That is not who Ali Mohammed Ali Abdurrahman was. It is not who he is. A simple pharmacist? Yes. Retired from the army? Yes. But what did he do in the army? Quite apart from the admitted facts about Mr. Abdurrahman's background, the defense will call evidence from witnesses such as D7, who will testify that Mr. Abdurrahman was a medical assistant in the Sudanese army. He saved lives, yes, patched up wounded combatants, of course, but he wasn't a combatant himself. You will hear that he was only ever issued with a sidearm, and even then he wouldn't carry it all the time. He wasn't a master strategist or tactician. He wasn't a leader of fighting men in the army. He wasn't even of high rank. He retired as a musaid, a warrant officer, as a medical assistant. Yet the prosecution would have you accept that this is the man that the powers that be in Khartoum chose in 2003 to command the Janjaweed in Garsila, in Wadi Saleh, in Mukjar. It's laughable. The defense will also call evidence from witnesses D1, D2, D3 to speak about the role of the Agid, usually translated as a colonel, in the Taisha tribe, and by extension, the role of the colonel of colonels, the Agid al-Ogada, briefly touched on by Mr. Lauchi a little earlier. We expect defense evidence to demystify the term Agid al-Ogada, bringing the concept back down to earth a little, shedding it of some of the prosecution's more extravagant claims. Defense witnesses will define for your honours, for the first time, what an Agid al-Ogada is in the Taisha context, because that's what's important. We'll do it, seeing as the prosecution didn't take the trouble to do so themselves. Defense witnesses will explain that the role is not some kind of senior Arab military position, but rather much more modest, more local, almost administrative position, as much to do with ceremony as anything else. Essentially a civil role, limited to functions within the tribe, conferring no advantage and no claim to authority beyond the tribe itself. Be that as it may, most fundamentally, and of most relevance to the case involving Mr. Abdurrahman,
Your chamber will hear from witnesses who are extremely well placed to tell you that Abdurrahman simply never was an Agid al-Ogada. He just wasn't. So, having knocked some of the magic dust off the term and role of Agid al-Ogada, we will call evidence that isn't actually disputed between the prosecution and the defense, that Mr. Abdurrahman is a member of the Taisha tribe. But more importantly, you'll hear the testimony, again, of well-placed witnesses that the Taisha was a tribe that did not take part in the counter-insurgency. That the Nazir, who led the Taisha at the time in question in 2003 and 2004, expressly forbade members of that tribe from picking up arms and engaging in the armed conflict, in the counter-insurgency. And the court will hear evidence from D1, D2, D3, D5 of the serious consequences that would flow from a member of the Taisha who chose to defy such an injunction from the Nazir. From witnesses D16 and D17, the defense will call evidence of the link between the Janjaweed, on the one hand, and other armed groups that compose the Sudanese armed forces as a whole. Your Honours will hear that members of the Janjaweed were not recruited and did not operate in a chaotic way, but were necessarily part of and subordinated within the PDF and the PPF, the Popular Defence Forces and the Popular Police Forces. Whereas the prosecution, in its document containing the charges and other foundational documents in this case, assert that the Janjaweed were merely allied to the more regular Government of Sudan forces, such as the army, the PDF, the PPF, and so on, you will hear evidence from defense witnesses that the Janjaweed was in reality subsumed within, was part and parcel of the PDF and PPF. And so why is this important? Well, it's important because the prosecution have produced no reliable evidence from adequately informed sources that Mr. Abdurrahman was ever a member of the PDF or PPF, or even affiliated with a PDF or PPF. Sure, the Central Reserve Forces from 2004, 2005, but not the PDF or the PPF, and that's what's important. So the defense will not merely rely on the absence of any evidence of a relationship, institutional or otherwise, between the defendant and the PDF and PPF. We will call positive evidence that Mr. Abdurrahman decidedly and demonstrably did not have any relationship, institutional or otherwise, with either of these forces. Since I've touched on the subject of the CRF, I'll finish with it, Your Honours. The prosecution would have you believe that Mr. Abdurrahman, having commanded the Janjaweed in 2003 and 2004 on a number of brutal yet successful campaigns, glorious campaigns, I suspect the government of Sudan would describe them, in Sindhu, in Kudum, in Bindisi, Mukjar, Delej, all the locations with which the chamber is very familiar. The prosecution would have you believe that this powerful, this mighty Agid al-Ogada then dismounts from his horse, removes his turban, lays down his machine gun, and wanders off to join the reserves as a lowly recruit.
to graduate in summer 2005 as what has been translated in French as a débutant, essentially a private. We say that doesn't make any logical sense whatsoever. It does not survive contact with a proper forensic analysis of the facts. And in the fullness of time, we will make our submissions about the extent to which this defense evidence contributes to undermining the foundations of the entire prosecution case against Mr. Ali Mohammed Ali Abdulrahman. I end now by turning back to Mr. Lauchi, who will complete the defence's opening by speaking about the third line of defense, but not before thanking Your Honours for your attention. Thank you. Yes, thank you, Mr. Edwards. Yes, Mr. Lauchi. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais donc terminer la plaidoirie avec l'exposé de la troisième ligne de défense, qui a pour objet l'absence de preuve de l'élément psychologique commun connaissance requis en vertu des articles 30, paragraphe 3 et 32, paragraphe 2 du statut de la Cour. La charge de la preuve de tous les éléments des crimes visés dans les charges incombe, nous le savons, au bureau du procureur en vertu de l'article 66, paragraphe 2 du statut. Au nombre de ces éléments, l'élément psychologique connaissance, requis en vertu de l'article 30, paragraphe 3 du statut, est commun à tous les crimes plaidés dans les charges. Il requiert la conscience du fait qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. En vertu de l'article 32, paragraphe 2 du statut de la Cour, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime. Je me tourne au document intitulé « Éléments des crimes », son introduction générale, à son paragraphe 3, l'existence de l'intention et de la connaissance peut être déduite des faits, de faits et de circonstances pertinents. A contrario, il ressort nécessairement de ce paragraphe que l'examen des faits et circonstances pertinents d'une affaire peut conduire à la conclusion inverse de l'absence d'intention ou de connaissance. Le mémoire préalable au procès du bureau du procureur présente son dossier et son accusation. Sur les 551 paragraphes qu'il compte, le bureau du procureur ne consacre que 4 paragraphes à la preuve de l'élément psychologique. Ce sont les paragraphes 84 à 87. La seule connaissance qui est évoquée par le bureau du procureur dans ses soumissions, dans ces 4 paragraphes, est la connaissance du fait que les actes allégués de M. Abdelrahman s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique
à l'encontre de la population civile du Wadi Saleh et de Moukjar. La connaissance du fait que les actes d'un accusé s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique à l'encontre de la population civile constitue un aspect distinct de l'élément psychologique qui est particulier au seul crime contre l'humanité défini par l'article 7 du statut. Cette connaissance est différente de l'élément psychologique connaissance défini dans l'article 30, paragraphe 3 du statut, et qui est commun à tous les crimes de la compétence de la Cour. Cette dernière connaissance, en vertu de l'article 30, paragraphe 3 du statut, n'est nulle part plaidée dans le mémoire du bureau du procureur. À aucun moment, le bureau du procureur ne s'est embarrassé d'en rapporter la preuve. La défense entend apporter la preuve que les circonstances particulières qui prévalaient au Soudan en 2003-2004 prouvent que M. Abdelrahman, retraité de l'armée depuis au plus tard le milieu des années 90 et pharmacien à Garcilla, ne pouvait avoir connaissance du caractère criminel et répréhensible des actes qui lui sont reprochés. Qu'il les ait commis, ce qui est contesté, ou non. La défense démontrera au contraire que, sur la base des informations et connaissances que M. Abdelrahman pouvait raisonnablement avoir en 2003 et 2004, il ne pouvait qu'être persuadé que ne pas exécuter des ordres de commettre ces actes constituait un crime grave en vertu du droit soudanais qui encourait la peine capitale. La défense soumettra donc que M. Abdelrahman ne pouvait avoir conscience que la circonstance du caractère répréhensible des actes qui lui sont reprochés existait. L'élément psychologique requis en vertu de l'article 30, paragraphe 3 du statut est donc absent en ce qui concerne sa connaissance particulière de la double circonstance, premièrement, du caractère criminel des actes, et deuxièmement, de l'absence d'obligation positive de les perpétrer une fois qu'ils étaient ordonnés par les autorités. Ce second aspect sera également envisagé sous l'angle de l'erreur de droit qui fait disparaître l'élément psychologique connaissance selon sa définition de l'article 32, paragraphe 2. Je m'interromps ici un instant pour préciser immédiatement que cette troisième ligne de défense n'implique aucune admission de la participation de M. Abdelrahman dans les crimes qui lui sont reprochés par le bureau du procureur, qu'il les ait commis, ce qui est contesté ou non, qu'il ait été un chef de milice, ce qui est également contesté, ou un simple pharmacien, M. Abdelrahman, dans tous les cas, ne pouvait pas disposer de la connaissance pertinente requise par les articles 30, paragraphe 3 et 32, paragraphe 2 du statut en 2003 et 2004. Je précise aussi que la troisième ligne de défense ne constitue ni un motif d'exonération de la responsabilité pénale en vertu de l'article 31 du statut, ni
une excuse d'ordre hiérarchique en vertu de l'article 33 du statut. Je le répète et j'insiste, la troisième ligne de défense est fondée exclusivement sur les articles 30 paragraphe 3 et 32 paragraphe 2 du statut. C'est à la lumière de ces deux dispositions, et celle-là uniquement, qu'elle devra être envisagée par la Chambre dans le cadre de sa délibération. Alors, quelles sont les circonstances pertinentes qu'il convient de prendre en compte ? Les circonstances pertinentes que la défense invitera la Chambre à prendre en compte dans sa délibération sur cet aspect comprennent les éléments suivants. Premier élément, en 2003 et 2004, le droit soudanais ne contenait aucune définition des crimes relevant de la compétence de la Cour. Le témoin D16 confirmera que la première introduction en droit national soudanais en a été faite par le Armed Forces Act de 2007. En 2003-2004, donc, ces comportements ne faisaient l'objet d'aucune incrimination spécifique dans le droit national soudanais. Deuxième élément, les définitions internationales des crimes, celles qui résultent des conventions, celles qui résultent du droit international coutumier, ou même celles qui résultent des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'étaient pas applicables dans le droit interne soudanais. Les témoins D16 et D23 feront un exposé complet et circonstancié de l'absence d'applicabilité directe en droit soudanais des sources du droit international, tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une loi sur leur mise en œuvre nationale, et cette loi n'existait pas en 2003-2004. Troisième élément, en l'absence d'incrimination spécifique des violations du droit international humanitaire dans le droit soudanais applicable en 2003-2004, les seules incriminations sous lesquelles de tels comportements étaient susceptibles d'être poursuivis étaient les infractions de droit commun définies dans le Code pénal. Mais leur absence de spécificité faisait que la répression des crimes commis sous l'empire du droit militaire et sous la compétence des juridictions militaires se heurtait à l'excuse de nécessité militaire telle qu'elle était appliquée et interprétée par les tribunaux soudanais. Le témoin D16 témoignera de la façon dont les tribunaux soudanais interprétaient et appliquaient la doctrine de nécessité militaire, la notion d'ordre et l'impunité qui en résultait pour les auteurs de violations du droit international humanitaire à l'époque. Quatrièmement, le droit militaire soudanais, qui était applicable aux milices auxquelles M. Abdelrahman est accusé de s'être associé, prévoyait une obligation absolue d'obéir aux ordres donnés, et ce sous peine de mort, sans aucune distinction relative à la légalité, je parle de la lawfulness, de l'ordre donné. La distinction entre le lawful order et les ordres illégaux n'est apparue dans le droit soudanais qu'avec l'adoption du Armed Forces Act de 2007. Cette distinction n'existait pas en 2003-2004. Le seul critère de légalité de l'ordre donné à cette époque était, en l'absence d'une autre distinction, la position d'autorité de l'auteur de l'ordre. Et s'il était en position d'autorité, celui qui recevait l'ordre devait obéir sous peine de mort.
Cinquièmement, enfin, c'est le dernier élément, seuls les officiers supérieurs, commissioned officers, ceux en charge de positions de commandement, recevaient à l'époque une formation en droit international humanitaire au sein des forces armées au moment des faits. Cette situation n'a changé qu'à compter de l'entrée en vigueur, encore une fois, du Armed Forces Act de 2007, qui a généralisé cette formation à l'ensemble du personnel militaire. Le témoin D16 apportera là encore la preuve directe et détaillée de l'évolution de la diffusion du droit international humanitaire au sein des forces armées soudanaises. Les deux premières circonstances que je viens d'évoquer, je parle de l'absence de définition des crimes relevant de la compétence de la Cour dans le droit soudanais au moment des faits et celle de l'inapplicabilité directe des sources internationales, fondent également la question préliminaire identifiée dans le mémoire du 2 octobre 2023. Cette question préliminaire est relative au respect du principe de légalité, nullium crimen sine lege. L'absence d'incrimination des actes visés dans les charges, dans le droit applicable au Soudan à l'époque des faits, a pour conséquence que le test qui a été défini par la Chambre d'appel dans cette affaire, dans son arrêt OA8 du 1er novembre 2021, pour la vérification du respect du principe de légalité nullium crimen sine lege, ce test n'est pas satisfait. Ainsi que la Chambre d'appel l'a prescrit au paragraphe 91 de son arrêt OA8, votre Chambre devra se prononcer sur la satisfaction ou non de ce test en préalable à sa délibération sur le fond de l'affaire et devra se déclarer incompétente pour se prononcer sur le fond s'il n'est pas passé. Cet aspect, naturellement, fera l'objet de soumission complète dans le mémoire final de la défense. Mais indépendamment de la satisfaction qui est contestée ou non du test défini par la Chambre d'appel, il résulte des 5 circonstances précédemment évoquées que l'élément psychologique connaissance, requis en vertu de l'article 30, paragraphe 3 du statut, n'est pas établi dans la présente affaire. Il est admis entre les parties que M. Abdelrahman a définitivement quitté les rangs de l'armée entre le début et le milieu des années 90. C'est le fait numéro 10, admis dans la soumission conjointe du bureau du procureur et de la défense, numéro 504, annexe A. Il n'existe par ailleurs aucune preuve que M. Abdelrahman ait jamais atteint un grade supérieur à celui d'adjudant, Moussaïd. M. Abdelrahman n'a donc pas pu bénéficier de la moindre sensibilisation ou introduction aux principes du droit international humanitaire, tels que le principe de distinction entre combattants et non-combattants, la protection des civils ou la protection des personnes privées de liberté. La seule connaissance qu'il avait pu recevoir au cours de sa carrière militaire sur ces questions est la légalité absolue de l'ordre donné par le supérieur militaire, l'obligation d'y obéir sous peine de mort et la justification de tous les comportements suivis en opération et conformément aux ordres reçus par la nécessité militaire. Le seul diplôme connu qu'ait obtenu M. Abdelrahman est une autorisation d'exercer la profession d'assistant médical
obtenu en 1984 dans le cadre de son service au sein de l'unité sanitaire des forces armées soudanaises. Le bureau du procureur n'a jamais prétendu que M. Abdelrahman ait atteint le moindre niveau d'études, encore moins d'études supérieures ou d'études juridiques au cours de sa vie. La seule déduction qui peut être raisonnablement tirée des circonstances pertinentes de l'espèce, que j'ai rappelées, est donc que M. Abdelrahman ne pouvait pas savoir que les faits qui lui sont reprochés étaient répréhensibles et que les seules connaissances dont il pouvait raisonnablement disposer l'amenaient au contraire à la conclusion opposée que résister à un ordre ou à une instruction donnée par un supérieur de commettre ces actes constituait un crime militaire extrêmement grave, passible de la peine de mort en vertu de son droit national. L'élément psychologique connaissance du caractère répréhensible des actes et de l'absence d'obligation d'obéir à un ordre de les réaliser, requis en vertu de l'article 30, paragraphe 3 du statut, est donc absent. Si les actes avaient été commis, ce qui est contesté, il l'aurait été sur le fondement d'une erreur de droit, telle que définie par l'article 32, paragraphe 2 du statut, qui faisait disparaître l'élément psychologique connaissance. Cette erreur consistait en la conviction que l'obéissance à l'ordre de commettre ces actes constituait une obligation légale sous peine de mort. Dans la mesure où l'élément psychologique connaissance est commun à tous les crimes plaidés dans les charges, et où excuse d'erreur de droit s'applique également à l'ensemble des crimes, l'absence de cette connaissance et l'existence de cette erreur devront naturellement conduire à l'acquittement complet de M. Abdelrahman de toutes les charges retenues à son encontre. Ceci termine la présentation de la troisième ligne de défense. Il me reste à conclure la plaidoirie. Voilà ainsi en résumé, au cours de ces 3 sessions, la preuve que la défense entend rapporter au procès. Cette preuve n'est pas en totalité disponible au jour de l'ouverture de sa présentation devant votre Chambre, mais cela est indépendant de notre contrôle. Il appartiendra à votre Chambre de choisir entre un procès expéditif et un procès équitable, conduit dans le respect des droits fondamentaux de M. Abdelrahman, en particulier son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la présentation de sa preuve, et son droit de faire comparaître des témoins à des charges. L'exercice de ces droits, nous le considérons aujourd'hui comme compromis. Il reste à votre Chambre le choix de compenser le préjudice qui a déjà été causé à la défense de M. Abdelrahman en lui accordant plus de temps. L'occasion de faire ce choix, elle vous sera donnée au moment du dépôt de la première demande d'ajournement de la présentation de la preuve de la défense, qui malheureusement ne saurait tarder. Nous serons attentifs à l'intérêt que votre Chambre manifestera à l'exercice des droits de la défense en cette occasion, et nous saurons en tirer toutes les conséquences. Cela clôt la plaidoirie d'ouverture de la défense. Madame la Présidente, Mesdames les juges, chers collègues, je vous remercie pour votre attention.
Mr. Lacci. As I said yesterday, you made a number of complaints, and you now say that you're going to be filing another application to adjourn at some stage. I'm afraid you're going, if that's what you want to do, you've got to file it sooner rather than later, because the court will be making arrangements to sit. Madame la Présidente, l'annonce de cette future demande repose naturellement sur les décisions de votre Chambre d'autoriser la défense à continuer la divulgation de sa preuve sur une base progressive, on a rolling basis, qui est au cœur de votre décision de maintenir la date d'ouverture de la présentation de la preuve à ce bloc du mois d'octobre. Donc nous continuons nos enquêtes. Ainsi que vous le savez, dès vendredi prochain, je m'en vais vers d'autres cieux pour continuer les enquêtes. Il y a nombre de témoins, comme vous l'a indiqué mon collègue et comme je vous l'ai indiqué aussi, dont nous n'avons pas encore pu collecter les déclarations écrites. Nous continuons de déployer tous les efforts à cette fin, mais il est naturel que, une fois que nous aurons épuisé le nombre de témoins disponibles à l'heure où je vous parle, et cela peut difficilement nous amener beaucoup plus loin que la première semaine de décembre, nous n'aurons plus de témoins à vous présenter. Et il faudra soit que nous repartions pour mener nos enquêtes et rajouter les témoins qui nous manquent, cela va requérir une suspension, soit que vous décidiez que la présentation de la preuve de la défense se termine. C'est à ce moment-là que le choix sera fait. À l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de vous prédire exactement à quelle date cela va se terminer. Nous avons une réunion avec la division d'aide aux victimes et aux témoins pour parler de cette question cet après-midi. Le mieux que je puisse offrir est de communiquer dès après cette réunion le calendrier de la comparution des témoins qui sont aujourd'hui disponibles. Et cela déterminera naturellement la date à laquelle la défense se trouvera sans preuves supplémentaires à vous présenter, à moins de continuer ses enquêtes. Right. Well, Mr. Lacci, we feel, given you exceptional leeway already because of the circumstances of what is taking place in Sudan, to disclose your evidence on a rolling basis, which could be said to put you at a far greater advantage than the prosecution had during the course of its case. But what I'm concerned about is that if you come to the conclusion you're going to run out of witnesses by the first week in December, then you should let the court know as soon as possible. We have in fact been discussing the date for a restart after the Christmas break, and it's likely that we will give you at least until mid-January, something like the 15th. So, but it is important that you give advance notice with enough information for us to make an informed decision if you actually are asking for any kind of adjournment. C'est parfaitement noté, Madame la Présidente, et comme je l'ai dit, je propose que nous communiquions cette information dès après la réunion de cet après-midi, fin d'après-midi, avec la division d'aide aux victimes et aux témoins. Donc nous écrirons à la Chambre et aux parties pour les informer au cours du week-end ou au plus tard lundi. Yes, all right. Yes, thank you very much.
Is there anything further that anybody else wants to raise before we adjourn? No. Well, then we'll adjourn now until Monday at 9:30. When you say it'll be witness D16, is that right, Mr. Lacci? Witness D16 Monday morning. Oui, c'est cela. Et d'ailleurs, comme me le suggéraient mes collègues, je profite pour dire que nous avons eu pendant cette audience, nous avons reçu des informations positives et encourageantes qui nous font dire que toute espèce de risque est à présent résolu. Concernant sa comparution lundi. Positive information about the matter we discussed earlier. Précisément. All right, okay. Well, I'm glad to hear that, Mr. Lecce. Yeah, all right. Thank you very much. Yes, Monday at 9:30. Rise, veuillez vous lever.